Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver dans la salle Ampère pour cette table ronde dédiée à l'archéologie sous-marine. Alors c'est vrai que quand on parle d'archéologie sous-marine, on imagine un peu une chasse au trésor quelque part, mais c'est aussi beaucoup plus que ça parce qu'elle révèle les richesses culturelles et historiques et vient enrichir notre passé. Alors en France, on a commencé à étudier les épaves situées à grande profondeur dans les années 80. Si d'abord l'archéologie sous-marine s'est appuyée sur le savoir-faire et l'expertise de militaires, d'industriels, elle se tourne aujourd'hui vers la science afin de mieux explorer les abysses. Des robots humanoïdes qui explorent, mais non contents d'explorer, ils luttent aussi contre le pillage. On va désormais assister à une chasse au trésor sans doute plus robotique que romantique, plongée au cœur des mystères engloutis de notre histoire avec Michel Lourd qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, archéologue subaquatique, conservateur général honoraire du patrimoine, membre de l'Académie de Marine, interrogé par Victoria Guérin, journaliste au Point. Merci beaucoup d'être parmi nous, Michel Lourd, aujourd'hui, pour nous raconter vos travaux qui nous passionnent tous. Ça mobilise, je pense, dans les esprits des fantasmes de chasse au trésor et autres. On a un petit problème technique, on n'a pas pu passer la vidéo qu'on avait réalisée, on avait prévu des images, mais je suis sûre que les mots de Michel Lourd et son sens du détail vous feront quand même voyager, en tout cas je l'espère. Alors, je sais que vous êtes breton, Michel, mais tous les Bretons ne deviennent pas archéologues sous-marins. Comment devient-on archéologue sous-marin et qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser, à plonger dans les abysses, finalement ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être les Bretons étant une population de marins ayant donc expérimenté le naufrage peut-être plus et avant tout le monde. Peut-être que ça entraîne sur la piste des épaves. En tout cas, moi, j'avais surtout trois grandes passions quand j'étais enfant. L'histoire, de manière générale, l'aéronautique et puis la mer, qui était vraiment le fil conducteur. Et donc, j'ai cherché longtemps, adolescent, comment associer les trois. Alors, j'avais bien trouvé la mer et l'aéronautique, ça aurait été l'aéronaval. Et puis, un jour, j'ai découvert l'existence d'une discipline qui était jeune, hein, qui est née au milieu des années 50, qui est l'archéologie sous-marine, et ça m'a fasciné. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont été élus pour exercer cette profession toute ma carrière. Vous vous souvenez de votre première plongée ? C'était en Bretagne, il me semble, au large de Perros-Guirec, enfin l'un de vos premiers chantiers de fouilles en tout cas. Et c'est intéressant parce que vous commencez votre carrière au début des années 80. Vous êtes l'un des tout premiers à vous intéresser à l'Atlantique, à la Manche, qui étaient des eaux qui à l'époque n'étaient pas tellement fouillées puisqu'on s'intéressait beaucoup à la Méditerranée. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le scaphandre autonome, qui est le système qui facilite en tout cas l'introduction de l'homme sous les eaux, c'est né en Méditerranée. C'est le scaphandre inventé par Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnan, qui était un ingénieur. Et du même coup, comme c'était en Méditerranée, c'est là que les plongeurs ont commencé à travailler, découvert des épaves. Et pendant très longtemps, du coup, on a conjugué la Méditerranée et l'Antiquité. Et il semblait que l'archéologie sous-marine soit cantonnée à ce profil. Et puis moi, comme je venais de ces horizons lointains, parce que je me souviens que mon premier directeur, celui qui m'a recruté en tout cas, m'a dit « Vous qui venez de ces littoraux barbares, ça serait bien que vous en occupiez. Mais n'y perdez pas trop de temps parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. » En réalité, je pense que l'archéologie sous-marine française renouvelée, elle est née en Atlantique et en Manche. Moi, j'appelle ça l'Atlantique de manière générale. Et c'est effectivement, curieusement... moi, je suis venu plonger dès que j'ai été intégré au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines à Marseille, dans les premières découvertes qui ont été opérées quand j'ai commencé à sillonner le territoire maritime du Ponant. Ça a été une épave antique. Donc j'ai conjugué, moi, l'Atlantique et l'Antique. Et ça a du coup intéressé les archéologues qui s'intéressaient essentiellement à l'Antiquité à l'époque. Et puis après, on a découvert sur toutes les potentialités sur des épaves plus récentes. Et après, j'ai travaillé un peu dans le monde entier sur les épaves plus récentes. Vous avez démontré quand même qu'il se passait des choses dans les mers un peu plus froides. Oui, c'est même lorsque j'ai été nommé directeur de l'archéologie sous-marine française en 2006, le directeur général des patrimoines m'a dit « Je souhaite que tu importes en Méditerranée les savoir-faire développés en Atlantique ».
C'était presque une revanche de la bretonitude. En 90, autre découverte formidable, cette fois-ci au large de Saint-Valahougue, dans l'anse du cul du loup, comme on dit là-bas, entre Saint-Va et l'île de Tatiou. Vous explorez un site de bataille qui date cette fois-ci de l'époque de Louis XIV. Oui, ça a été un peu... En fait, entre les deux, j'avais fouillé une épave du XVe siècle, donc je devais grimper les siècles. J'étais parti du IVe, je suis passé au XVe siècle, et puis il y avait des épaves devant Saint-Valahougue. Il y avait 5 grands vaisseaux de ligne qui étaient venus s'échouer, qui a été brûlés par nos pires ennemis, en tout cas pour les Bretons, qui sont les Anglais, qui a été brûlé en 1692. Et on m'avait dit, il faudrait que tu fasses l'expertise, que tu regardes, mais tout ça a été brûlé, il ne doit pas rester grand-chose. Et en réalité, donc, je suis venu réaliser cette première analyse, et là j'ai découvert les potentialités, et je n'ai pas imaginé que j'allais passer plus de 500 heures de plongée sur ces épaves. J'y suis revenu pendant plusieurs années, et c'est là qu'on a commencé à constituer une équipe internationale d'archéologues venus vraiment de tous les horizons, parce qu'on avait 15 ou 17 nationalités à l'époque sur le chantier, et où on a affiné les problématiques de recherche. On a découvert surtout que ces périodes qui semblent connues par les archives, en fait, elles étaient très très mal connues, parce qu'il y a de très loin entre ce qu'on écrit et ce qu'on fait. Ça, c'est vrai pour tout le monde et tous les jours. Et on a découvert des épaves qui auraient dû être construites dans des chantiers avec un standard de construction, et elles ne répondaient en rien à cela. Et donc ça, je crois. Et puis, il y avait un potentiel, il y avait du mobilier, il y avait des objets. Moi, j'appelle ça du mobilier, les objets. Donc, il y avait du mobilier tout à fait étonnant. Et on y a passé de nombreuses années. On a créé un musée sur l'île Tatiou, dans le Cotentin. Voilà, donc c'est un très grand souvenir, parce que ça a été vraiment fondateur aussi pour nos... C'est là qu'on a développé, en France en tout cas, ces problématiques sur le 15e, 16e, 17e, 18e siècle. C'est ce qui m'a amené aussi à travailler après dans le reste du monde, parce qu'on avait, en conjuguant essentiellement l'Antiquité en France, on avait peu développé de problématiques de recherche sur ces épaves plus récentes. Donc j'ai été voir un peu ce que faisaient les étrangers, et puis ensuite c'est les étrangers qui sont venus voir ce qu'on faisait, puis eux ils sont restés. Oui, parce qu'entre ces premières fouilles des années 80-90 et aujourd'hui, on peut parler d'une révolution quand même dans l'archéologie sous-marine, due surtout à la technologie. Quelles sont les fouilles qui vous font prendre conscience qu'il va falloir développer des outils plus performants pour explorer les eaux plus profondes et être plus fin dans l'analyse ? C'est pas une fouille qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est une évolution. Dans les années 80, je me souviens d'avoir fait des films avec Jean Daz, qui était un réalisateur, et on nous interrogeait sur les épaves profondes, et on disait, ah oui, bah ça c'est un peu nos réserves de musée. Un jour, c'était un peu comme les enfants, quand on sera grand, on ira, quoi. Mais ces épaves étaient très profondes, inaccessibles, personne n'y plongeait naturellement, pas plus qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de robots non plus qui séjournaient, et donc elles semblaient à l'abri. Et pendant très longtemps, j'ai eu ce réflexe de me dire, il faudra développer, il faudra un jour. Et puis j'ai découvert que le monde de la pêche avait changé, notamment en Atlantique. Les premières déclarations de destruction de chaluts par des pêcheurs, ils me disaient, ouais, ça c'est une épave, elle doit être sur 120 mètres, 180 mètres de fond. Ça semblait le bout du monde. Et puis j'ai vu arriver progressivement des déclarations. Je me souviens d'une aile d'avion allemande à la Seconde Guerre mondiale. Et quand je demande aux pêcheurs, et je lui ai demandé de répéter, il me dit, ouais, ça j'étais entre 1500 et 1800 mètres de fond. Donc je me suis dit, mais attends, il drague à 1500, 1800 mètres de fond. Mais du coup, j'ai compris qu'on était en train de détruire les épaves à grande profondeur, nos réserves de musée étaient traversées par des bulldozers qu'on appelle des chalutiers. Et donc là, je me suis dit, il va falloir vraiment qu'on change de tempo, il faut qu'on invente une archéologie sous-marine de la grande profondeur. Et c'est là que j'ai commencé à mobiliser de la technologie. Alors ça m'a fasciné en introduction quand on dit l'archéologie, c'est associé à la science. Non, l'archéologie est une science, donc c'est les scientifiques se sont associés, je tiens beaucoup à ça. Beaucoup de communication, on parle de sciences dures ici, nous on est des sciences humaines, mais on est quand même une science. Et enfin, en tout cas, j'espère l'avoir démontré. Et effectivement, aujourd'hui, on a des équipes pluridisciplinaires. Aujourd'hui, je travaille avec des électroniciens, des roboticiens, des ingénieurs qui sont à parité avec les archéologues, parce que les uns ne vont pas sans les autres à grande profondeur. Alors, vous avez lancé du coup votre propre programme de recherche, considérant qu'il n'y avait pas les outils en fait à disposition pour mener à bien vos projets. Avec qui travaillez-vous sur ces innovations, et est-ce que vous pouvez nous parler des différents enjeux? Je pense notamment à l'image, à la modélisation, à la robotique évidemment, et enfin à la préservation.
Alors effectivement, j'ai lancé un programme quand j'étais directeur de l'archéologie sous-marine en France que j'ai appelé l'archéologie des abysses. C'était très prétentieux puisqu'on n'avait plus de bateaux de recherche en France et pas de robots. Donc le moins qu'on puisse dire, c'était une commande au Père Noël. Mais bon, il faut y croire de temps en temps, il faut rêver ses rêves et vivre ses rêves. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller voir un peu ce qui se faisait dans le monde de la robotique. Et on avait expérimenté dans les années 80. Moi, j'ai travaillé en mer de Chine méridionale avec des sous-marins et des robots dans les années 90. Et j'avais découvert qu'aucune de ces machines, finalement, n'était satisfaisante pour un archéologue. Parce que nous, on travaille sur des objets qui sont par nature extrêmement fragiles et fragilisés par le séjour sous-marin et la profondeur. Et alors que les machines qu'on nous amenait avaient des bras hydrauliques, donc qui broyaient assez facilement le mobilier. Et donc je me suis dit, on va voir. Donc j'ai été voir les roboticiens et notamment j'ai été voir les gens qui travaillaient sur la médecine à distance. Parce que je me suis dit, si on envisage de faire opérer quelqu'un par un robot, je dois pouvoir faire opérer un objet du XVIIe siècle par un robot, quoi. Je me place la responsabilité au même niveau en ce qui me concerne. Et donc j'ai fait un peu le tour des popotes et entre-temps j'avais pu obtenir du ministère de la Culture de lancer la construction d'un bateau. Donc c'était plus facile pour inviter les roboticiens qui, souvent à titre expérimental, travaillent dans des piscines. Donc moi j'avais pas le robot, mais j'avais le bateau pour amener leur robot là où il aurait fallu qu'ils l'expérimentent. Donc on s'est associés, on y a trouvé au fond matière chacun à prospérer. Et là, effectivement, on a commencé à regarder ce que les robots industriels, bon, les militaires, ça ne marchait pas. Et on a décidé de construire nos propres robots avec notre propre cahier des charges. Et là, depuis 2012, je dirais qu'on ne travaille plus que dans cette idée, c'est-à-dire on définit notre cahier des charges, on construit nos robots. Nos camarades roboticiens produisent en fait des algorithmes qui répondent à nos besoins. Et donc aujourd'hui, on a des machines qui sont extrêmement délicates, qui mobilisent toute la haute technologie de l'image, parce que l'image, le robot, c'est un support. Hein. Donc c'est la machine techniquement, elle est au point parce qu'il faut qu'elle descende, elle travaille dans l'eau salée à grande profondeur, etc. Donc elle résiste à la pression. Mais le challenge, c'est pas de résister à la pression, parce qu'à ce moment-là, on fait un ascenseur. C'est de transporter le mobilier, le matériel, l'outillage dont on a besoin. Et cet outillage doit être le plus proche possible de l'humain. Et au fond, on a développé des robots qui sont des robots photographes, on a développé des robots qui peuvent prendre les objets, on a développé des griffes, des mains particulières pour saisir. Quand vous prenez une bouteille du XVIIe siècle en verre, quand elle est fêlée, un humain dans 20 mètres d'eau, il va le faire, il va l'emballer, etc. Si vous envoyez un robot militaire ou industriel, je vais fâcher mes potes industriels, mais en tout cas, bon, il vous ramène des morceaux de verre, voilà, il vous ramène pas la bouteille. Nous, il faut qu'on ramène la bouteille. Au minimum, le rôle de l'archéologue, c'est de prélever l'objet sur le fond et de le ramener au moins à la surface, au moins dans le même état que là on l'a trouvé. Et ensuite, évidemment, il faut l'envoyer dans des laboratoires de restauration et de conservation où là encore, il faut mobiliser de la technologie, des sciences dures. Et donc, on a inventé des systèmes de préhension et le dernier, step by step, aujourd'hui, avec le Stanford Robotics Lab de l'université Stanford et avec le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, le LIRM, pour dire les choses plus vite. Aujourd'hui, on travaille à la mise au point d'un humanoïde que les Américains ont appelé Ocean One. Aujourd'hui, on est à Ocean One K pour 1 km de profondeur. Et donc là, c'est un avatar d'archéologue sous-marin. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'IA en ce moment. On n'a pas mis d'intelligence artificielle là-dedans, pas du tout. Au contraire, ce qu'on veut, c'est que ce robot ne soit que la projection de l'humain qu'il pilote. Donc on lui a greffé des mains haptiques, des bras 7 axes, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Ocean One? C'est une machine, quand vous la pilotez depuis la surface, au fond, quand il bouge, c'est vous qui bougez. S'il casse un objet, vous n'avez pas l'excuse de dire que c'est le robot, parce qu'il ne fait que ce que vous faites. Donc c'est vraiment un avatar d'être humain, et vous regardez à travers ses yeux, vous regardez en 3D. Donc aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on arrive à prélever des objets. Il descend là, le prochain stade, ça sera Ocean One, 5000 mètres. Et on développe à côté de ça ses aptitudes à travailler sur le fond, à être toujours la projection de l'humain. Il ne décide de rien. Il n'est pas du tout. Il n'a pas d'algorithme pour décider ce qu'il va faire. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas l'objet. C'est le savoir de l'archéologue et l'expérience de l'archéologue qui a fait du terrain une bonne partie de sa vie,
qui guide la machine, en fait, qui pilote la machine. Il est instantanément. Vous prenez un objet, il le prend. Vous l'emballez, il l'emballe. Ça, c'est dans l'idée parce que c'est pas si simple. Et puis, si vous le cassez, il le casse. Voilà. Il n'a pas de choix. Si vous serrez trop fort, voilà. Ça, c'est le prochain stade. Et puis, on verra plus tard. C'est déjà très compliqué. Aujourd'hui, on a créé. Alors, les Américains travaillent sur Ocean One avec notre cahier des charges et on est au banc d'essai. On est les essayeurs d'Ocean One. Et à côté de ça, on a construit des robots qui sont l'entourage, comme un archéologue avec son équipe. Dans votre équipe, vous avez un anthropologue, vous avez un photographe, vous avez quelqu'un qui va analyser les bois. Donc on fabrique des robots qui font tout ce boulot autour. Et puis Ocean One, c'est l'archéologue, c'est le boulot que je faisais quand j'étais dans l'eau toute ma vie. Voilà. Justement, est-ce que ça n'altère pas l'émotion du chercheur plongeur ? Alors non, la même émotion, je crois, depuis le premier jour. Enfin, c'est un métier fabuleux, il ne faut pas le dire aux autres, mais c'est un métier fabuleux. J'ai pas une minute de ma vie. Il n'y a pas un jour où je me suis levé en me disant il faut y aller, même si l'eau est trouble, qu'il fait froid et que la mer est mauvaise, jamais. Que ça soit avec un robot ou parce que vous avez les bouteilles sur le dos et que vous êtes dans l'eau, l'émotion reste la même, l'intérêt reste le même, la passion demeure intacte. Donc c'est un métier fabuleux puisqu'on ne se lâche jamais. Je voudrais qu'on parle de la Lune, bien sûr. Pas celle qui éclaire nos nuits, mais cette épave de Louis XIV, échouée en 1664 au large de Toulon, et découverte en 1993 seulement, un trésor national, vous dites, inestimable, qui attend sagement d'être exploré, un Vasa par 90 mètres de fond, pour faire référence au navire suédois échoué à la sortie du port de Stockholm. Qu'est-ce que la France attend pour fouiller la Lune ? Excellente question. Je propose qu'on la mette en première page du Point. Ça peut faire de la com. Alors effectivement, l'épave a été découverte en 93 par Ifremer, et en l'occurrence par le Nautil, le sous-marin d'Ifremer en cours d'une campagne d'essai dont il revenait. Le bateau a plongé en 1664, le 6 novembre. Et donc, on l'a identifié dans les archives, parce que j'ai 300 pages d'archives. Parce que quand vous perdez un grand vaisseau de Louis XIV, la première marine de Louis XIV, avec 1000 hommes à bord, dont il ne survit qu'une vingtaine de personnes, ça laisse quand même pas mal de traces, et notamment beaucoup de gens qui tentent d'expliquer que c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'autre, comme quoi ça ne change pas en politique. On ne se renouvelle pas dans ce domaine. Et donc, on a fait une première expertise, un de mes collègues, en 93. Et on a tout de suite compris qu'on n'était pas du tout au niveau à l'époque. C'est pas avec les machines qu'on avait testées dans les années 80 qu'on était capable de faire l'analyse d'un site qui est c'est de la taille du Vasa. Hein. C'est un monstre, sauf que le Vasa, il coule à Stockholm lors de son premier voyage. Il y a juste l'équipage à bord, tandis que la Lune revenait d'une expédition sur les côtes barbaresques. Il y avait à bord non seulement un équipage de 350 hommes, sur un bateau de 42 mètres de long, ça ne devait pas être le grand confort, et en plus il ramenait un corps expéditionnaire avec tout ce qui avait été chargé au cours de cette expédition. Il y avait des mousquetaires, des grenadiers, des piqueurs, il y avait des lavandières, il y avait des mousses, il y avait un général de brigade. Enfin, il y avait un monde auquel on est rarement confronté dans le domaine de l'archéologie sous-marine, parce qu'on a le bateau et l'équipage, donc des marins, et là on a en plus un monde du terrestre, c'est-à-dire un corps expéditionnaire et tous les gens qui l'entourent, plus ceux qui avaient été pillés, plus le fait que la Lune était allée ravitailler le corps expéditionnaire, sauf que le désastre était total quand il est arrivé à Djidjiri, sur la côte actuelle de l'Algérie. Et puis on lui a dit, voilà, tu débarques rien, tu vas charger du monde. Et donc on a cet environnement qui est absolument extraordinaire. C'est probablement une des images les plus fidèles de ce qu'on peut penser du XVIIe siècle maritime, terrestre, avec tous les échelons de la société, hein, depuis le mouche jusqu'à ce qui serait un maréchal aujourd'hui. Voilà, donc et une épave relativement intacte. Ah oui, il est absolument extraordinaire, parce que le bateau, manifestement, quand on lit le témoignage, un des témoins, qui est le duc de Beaufort, qui est un cousin de Louis XIV, c'est ce qui fait qu'il ne sera jamais poursuivi pour impéritie, mais dit il a coulé comme du marbre. Et donc on pense que c'est une pièce maîtresse qui a lâché, le bateau s'est enfoncé, et on le voit très nettement, il est posé à 91 mètres de fond, il est latéralisé, il est un peu couché sur tribord, les canons sont encore en poste du premier pont, donc il y a encore les canons à poste. Et puis quand vous regardez sous le premier pont, vous voyez encore de la vaisselle rangée dans la cuisine. Et on a trouvé, dans les premiers objets qu'on a remontés, on a remonté des jarres berbères.
Donc, parce qu'on avait aussi pillé la côte. Donc tout ça est au fond, y compris probablement 700 ou 800 ou 900 personnes qui se... Parce que le bateau ressort de Toulon, d'où il est chassé par le représentant de la marine du roi qui, en fait, prétexte des cas de peste sur les côtes barbaresques pour dire « Ah non, non, il faut que vous retourniez en quarantaine dans les îles d'Hyères ». En réalité, surtout, il faut qu'il téléphone à Louis XIV pour dire là, ça va mal, ils reviennent de nous annoncer un échec, alors que tous les jours, la Gazette de France dit « Le roi est grand, le roi a maté la barbarie ». Et donc, il ressort et il y a une tempête fabuleuse. On sait même que des bateaux qui sont au mouillage dans les îles d'Hyères ont été obligés de battre leurs mâts parce que juste la prise au vent des mâts les jetait à la côte. Donc on le fait sortir dans des conditions folles alors que c'est un vieux bateau fatigué. Et donc il arrive au fond avec tout le monde. On peut penser que tout le monde était... Il y avait en plus des gens blessés, etc. Tout le monde était dans les entreponts, donc ils se sont retrouvés instantanément noyés. Donc il y a aussi, sur le plan d'anthropologie, il y a sans doute une étude fascinante à faire. En tout cas... Voilà, c'est le musée du XVIIe siècle, c'est plus grand que le Vasa, c'est plus beau que la Mairie Rose, c'est en France, mais on ne le fouille pas. Donc moi, j'ai fait plusieurs campagnes dessus pour essayer de sensibiliser. Alors le public, j'ai pas besoin, parce que les épaves sont de fantastiques machines à rêver. Donc de toute façon, j'ai fait quelques conférences sur la Lune et je reçois en permanence des gens qui me disent « Alors, qu'est-ce que vous faites sur la Lune ?» Alors d'abord, pour le public, j'y retourne dans 15 jours, 3 semaines. Mais c'est toujours pour des opérations très ciblées, faute de trouver le financement. Ça pourrait être, je viens d'écrire un article là-dessus en disant pourquoi ne pas en faire un grand projet national, comme mes amis britanniques l'ont fait avec la Mairie Rose ou comme l'ont fait les Suédois autrefois avec le Vasa. D'autant qu'il faut quand même protéger cette épave. Quels sont les risques de détérioration de ces épaves? Vous me disiez tout à l'heure, par exemple, que plus les épaves étaient récentes, plus finalement il y avait un risque de détérioration important. Alors, oui, pour les épaves contemporaines, notamment celles des grands conflits contemporains, ça aussi, c'est un chantier que j'ai lancé il y a plusieurs années. J'ai moi-même travaillé beaucoup sur des épaves contemporaines, parce que les épaves métalliques supportent très mal le voyage sous-marin. Chacun d'entre nous le sait. Mettez un bout de ferraille dans l'eau, vous allez voir le résultat. Ça se corrode très vite. On s'y intéressait pas il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est stratégique de s'en occuper parce qu'elles sont en train de disparaître. C'est pour ça que j'ai fait des chantiers, notamment sur un cuirassé français qui est au sud de Sardaigne par plus de 1000 mètres de fond. Le Danton, que vous pouvez voir au musée de la Marine à Paris aujourd'hui, reconstitué en 3D, parce qu'on a fait tout le plan en 3D. Donc ces épaves-là vont disparaître, elles s'affaissent, elles disparaissent, elles sont mangées par la corrosion dans les zones où il y a une forte oxydation, quand on est plus proche du littoral, et par grand fond, elles sont mangées par les bactéries, notamment ce qu'on a appelé la Lomonas titanicae, qu'on a identifié d'abord sur le Titanic, qui mange le métal. Et on le voit très nettement sur le Danton. J'avais même appelé ça les larmes du Danton. Le simple fait de s'approcher... Le Danton a été torpillé par le U-64, un U-boat allemand, en 1917. Et en s'approchant uniquement du Danton à plus de 1000 mètres de fond, on voyait couler des larmes, c'est-à-dire on voyait vraiment la rouille qui coulait. Et ça, c'est révélateur d'une destruction lente mais inéluctable. Je pense que le Danton, dans 100 ans, on n'aura plus qu'un tas de tôle. Et après, les épaves, notamment le bois, singulièrement le bois, un bois romain par exemple, ou un bois du XVIIe siècle, une fois gorgé d'eau, il est stable tant qu'il y a du sédiment dessus. Voilà, tant qu'il est couvert. C'est pour ça que c'est une forte responsabilité pour l'archéologue. Vous ne pouvez pas décider d'ouvrir une épave pour l'interroger, pour lui donner la parole, pour témoigner de pages d'histoire de l'humanité, sans avoir anticipé comment vous allez restaurer, conserver, protéger les collections, ou protéger l'épave elle-même entre deux campagnes. Et pour ça, ça réclame des projets de long terme et donc du financement qu'on ne trouve pas facilement en France. On sort la Lune, on la met dans les eaux américaines où j'ai travaillé il y a bien des années. Vous trouvez 10 millions de dollars dans la journée ou quasiment. Comment on protège ces sites des pillages? Je sais que ça a été un de vos grandes interrogations. Oui, j'ai beaucoup travaillé notamment avec Interpol, avec l'Observatoire international des trafics illicites de biens culturels. Alors, la Lune en soi est relativement protégée parce qu'elle n'est pas très loin de l'arsenal de Toulon. Elle est dans une zone qui est très surveillée parce qu'il y a l'échelonnage des sous-marins qui sortent du port. Mais globalement, il est difficile. Alors, le pillage n'est pas forcément celui d'un réseau constitué, c'est le pillage de Monsieur Tout-le-Monde. Celui auquel Monsieur Tout-le-Monde, le plongeur avec ses bouteilles, il veut ramener un souvenir. Seulement, si vous faites passer 100 000 personnes qui ramènent un souvenir, en fait, vous avez détruit l'épave. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez le pillage qui est un pillage organisé, effectivement. Vous avez une destruction lente. Vous avez la destruction liée aux chalutiers.
Donc tout ça, malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens. Je disais autrefois, il faudrait installer un mirador et un gendarme sur chaque épave. Ensuite, il faudrait payer un gendarme pour surveiller le premier gendarme pour être sûr que lui ne soit pas tenté, et ainsi de suite. Donc la seule protection réelle, c'est l'appropriation par le public. C'est-à-dire, en fait, c'est la formation, l'éducation et le sentiment que chacun peut développer, que ce patrimoine n'est pas un objet pour mettre sur la cheminée, mais une part de notre humanité qu'il importe de conserver. Et aujourd'hui, tous les progrès que là vous faites sur Ocean 1K, donc la version améliorée du robot que vous avez développé, vous le testez sur quel chantier de fouilles? Alors, Ocean 1K, on l'a testé, on a fait en 2020, la dernière grande campagne avec Ocean 1K, c'était en 2022, et on l'a fait step by step. D'abord, on l'a fait sur un P-38, donc vous voyez, on s'attaque aussi, c'est pas vrai centre, un avion en l'occurrence, parce que quand on parle épave, les gens pensent à un bateau, forcément. D'abord, une épave, juridiquement, c'est n'importe quel objet d'origine anthropique que l'on trouve 100 mètres. C'est-à-dire ou à la dérive ou sur le fond de la mer. Donc ça peut être un avion de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être une grotte ennoyée d'époque paléolithique, dont l'accès se fait par le biais du sous-marin, et ainsi de suite. Et donc tous ces sites aujourd'hui, pour les protéger, on n'a pas de moyens en réalité. C'est un peu une obsession pour nous. On se dit, mais on est pris de vitesse, parce que, alors pour avoir une idée du potentiel, aujourd'hui, le DRASM, qui est le leader dans le monde, dans le domaine de l'archéologie, c'est la France à Cocorico, a la chance d'être leader dans le domaine de l'archéologie sous-marine, parce qu'on a été le premier service au monde créé en 66. Donc on a une très longue expérience. Mais le DRASM, y compris avec les fonctions support, les secrétaires et les comptables, c'est 40 personnes. 40 personnes pour gérer 11 millions de kilomètres carrés. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec un chef d'état-major de la marine qui me disait, dis donc, monsieur le directeur, qu'est-ce que tu as comme effectif? Et je lui dis, ben, tu vois, le tiers de mon effectif, c'est les gendarmes qui marquent l'entrée de la rue Royale, et moi je fais 11 millions de kilomètres carrés avec le triple de ça. Voilà. Donc ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que les sciences dures ont du mal à trouver leur financement, les sciences humaines n'en trouvent pas, ou quasiment pas. Et vous me parliez tout à l'heure de la photogrammétrie, qui permet quand même de révolutionner les choses dans l'archéologie en général, mais aussi dans l'archéologie sous-marine, et notamment en ce qui concerne les modélisations. C'est quand même très intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les progrès de l'image sont considérés. De toute façon, il y a une symbiose entre les progrès de l'image et le travail que nous faisons. L'image, c'est notre support. Déjà, quand le robot, ce qu'il vous renvoie, c'est des images. C'est la première chose. Avant même de prendre un objet, c'est ce que vous envoyez et comment vous allez l'aborder. Donc, c'est la qualité de l'image. Ensuite, c'est le traitement de l'image. Et la photogrammétrie, moi, j'ai commencé à faire de la photogrammétrie dans les années 80. On avait 2 grosses boîtes à sel mises sur un support plastique. On amenait nos images qui n'étaient jamais les bonnes d'après les restituteurs. Donc on faisait des couples photos. Ensuite, il y avait un restituteur qui travaillait dessus et qui, en général, condamnait le travail qu'on avait fait parce que c'était insuffisant. Ça prenait des mois et des mois. Aujourd'hui, le Danton dont je parlais, quand même, s'il fait 146 mètres de long, le Danton, 27 mètres de haut, 25 mètres de large, 1025 mètres de fond. On a levé 15 000 photos ou 16 000 photos en 15 heures sur le site. Et en 2-3 mois, on a restitué l'ensemble du volume du bateau en 3D. Ça n'était pas possible, évidemment, il y a 20 ans. C'est la même, je dirais, c'est le même progrès entre le téléphone en bakélite que certains ont connu et puis le mobile aujourd'hui que vous avez. Vous trouvez normal de parler à votre copain à Stanford par WhatsApp instantanément parce que, au fait, dites-moi, le truc, là, c'est... Voilà. Autrefois, c'était pas. Eh ben, c'est la même chose. L'image a progressé à la même allure. C'est elle qui rend possible nos activités à grande profondeur. Donc moi, je regarde beaucoup ce qui se fait dans le domaine de l'image, parce que c'est le reflet indispensable, c'est le critère d'analyse indispensable pour nos études. Qu'est-ce que vous rapporte le robot, du coup? Donc vous, si on parle concrètement, quand vous envoyez le robot dans les abysses, qu'est-ce qu'il est censé vous rapporter? Donc des images? Alors d'abord, il est notre porte-parole et notre instrument de prédilection dans les abysses, parce que tout simplement l'humain n'est pas capable d'y accéder.
Il faut savoir, un humain, aujourd'hui, on a fait des essais, les grandes périodes de la COMEX, les opérations Janus et autres, c'est 500, 700 mètres. Et à 700 mètres, c'est un cobaye humain. C'est-à-dire, on ne lui demande pas, c'est pas une équipe de fouilles. Hein. Et on s'est arrêté aujourd'hui, grosso modo, on sait que l'humain s'arrête à 300 mètres. Et au-delà, bah, c'est one way. Vous faites un voyage, vous ne reviendrez jamais pour vous raconter ce que vous avez vu. Donc c'est évidemment difficile. Je ne peux pas missionner un archéologue juste pour qu'il amène. Donc c'est le robot qui va y aller. Donc il vous permet d'être là où vous ne pourriez être. Ça, c'est évidemment le premier regard, c'est ça. C'est le côté absolument fantastique, c'est d'accéder à des bases de données, à des sources d'informations qui étaient autrefois totalement inaccessibles. Ça, c'est la première chose. Évidemment, la deuxième tentation, c'est pas tout. Au début, on est très content quand on voit. On se dit, waouh, c'est génial, les images sont super belles, c'est super convaincant. Il n'y a rien de plus beau qu'une épave sur le fond. C'est vraiment magique quand vous arrivez sur un site. Il y a quelque chose de comme ça. Waouh, c'est l'effet waouh. Mais très vite, on est tous des enfants blasés. Donc très vite, quand on a vu, on se dit ouais, ça serait bien qu'on puisse soulever le truc, là, regarder derrière. Donc il faut déplacer. Et le robot, à un moment, va s'équiper d'une main, d'un bras manipulateur. Ensuite, vous allez vouloir une meilleure photo. Vous allez pouvoir toucher ou déplacer ou poser un cadre. Tout ça, c'est le robot qui va le faire. Donc, les robots qu'on construit, on les construit pour satisfaire nos besoins. L'idée, c'est que le cahier des charges, c'est toujours de partir de qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis avec mes bouteilles sur le dos dans 20 mètres d'eau. Et donc, comme je ne veux pas faire une archéologie au rabais parce que ça ne peut pas exister, c'est comme si je disais on fait un avion avec une sécurité au rabais. Personne n'aurait envie de monter dedans. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire ou une médecine, de la chirurgie au rabais. Quoique ça existe, mais c'est pas souhaitable. Donc moi, je veux opérer une épave, mais je veux être sûr de la sauver. Donc je me dis voilà, je sais ce que je fais dans 20 mètres d'eau avec mes limites, et au minimum, je veux que le robot fasse la même chose que moi. Donc imaginez ce qu'un humain, simplement, si vous faites ça. Voilà, dans votre bras. Faire ça une machine, c'est autrement compliqué. Aller chercher dans un sac à main votre stylo, vous êtes capable de l'ouvrir, vous allez chercher le stylo, vous le sentez sous vos doigts, vous n'avez pas besoin de regarder dans votre sac pour savoir que c'est un stylo, vous reconnaissez la forme. Ça, c'est ce qu'on va demander au robot, d'être capable de faire la même chose. C'est-à-dire que sa main doit être la mienne et je dois pouvoir ouvrir un sac et sentir l'objet, découvrir que c'est bien l'objet que la barre est très très haute. C'est même inimaginable. Quand j'ai commencé à travailler avec le groupe de recherche robotique, je suis arrivé avec un cahier des charges. Et donc on a passé une journée à travailler là-dessus. Il y avait je ne sais pas combien de chercheurs de robotique. Et quand je suis arrivé à la fin de la journée, je voyais vraiment des regards à la fois exténués, d'autres étaient presque complices. Certains se marraient en disant « naïf que vous êtes ». Mais globalement, ce qu'on m'a dit, c'est un tiers de ce que vous demandez, on sait le faire. Un tiers de ce que vous demandez, on ne sait pas vraiment le faire, mais on pense qu'on pourrait improviser avec ce qu'on connaît pour le faire. Et un tiers, ça n'existe pas. Et on m'a dit, peut-être même que ça n'existera pas avant 30 ans. Ça, c'est un tort. Il ne faut jamais dire ça. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ça n'existera pas dans 30 ans parce que tout va trop vite. Et effectivement, c'est ce troisième tiers qu'on est en train de développer avec l'humanoïde. Donc il viendra un moment, je pense, où on oubliera, et c'était le cahier des charges que j'avais défini en disant le robot n'existera et l'archéologie sous-marine n'existera que lorsque je travaillerai avec la machine en oubliant complètement que je ne suis pas dans l'eau. Et donc il faut que la machine fasse exactement ce que vous êtes capable de faire vous-même. Et ça, c'est déjà très haut. Merci beaucoup à tous les deux. On va donner la parole à la salle. Je suis persuadée qu'il y aura des questions pour aller voir ces épaves sous-marines. Ah bah moi, j'ai une grosse question. Je suis pas sous-marin. J'ai jamais fait d'exploration. Par contre, vous avez parlé de la Lune de Louis XIV. Qu'en est-il de l'exposition La Pérouse un siècle plus tard? Alors, la Pérouse, moi, j'ai fait trois campagnes à Vanikoro. Vous avez assisté à la campagne de la dernière chance. Dans le Pacifique Sud. Oui, en fait, je connaissais très bien Alain Conan qui menait ses campagnes depuis 1981. Puis à chaque fois, je devais y aller. Puis vous avez toujours autre chose à faire. Et puis un jour, il me dit cette fois, c'est vraiment la dernière. Alors je me dis ouais, putain, là, il faut vraiment arrêter. Il faut y aller. Donc je me suis retrouvé aux îles Salomon et c'est là qu'on trouve le squelette d'un des Français qui se trouvait à bord de l'un des bateaux. On ne les avait pas encore identifiés, mais ça m'a pris complètement. Et donc, on a fait deux autres campagnes derrière.
Et le chantier s'est arrêté puisqu'on était arrivé au terme de ce qu'on pouvait faire. On a identifié parfaitement l'épave qui se trouve à la corde du récif où on a trouvé le squelette c'était en, je me souviens plus, 2005 je crois. Là on l'a identifié comme la boussole, c'est-à-dire le navire de la Pérouse lui-même, sans que je puisse d'ailleurs avoir aucune certitude sur le fait que la Pérouse était encore vivant. Autour du mois de juin 1788, on imagine que c'est autour du mois de juin 1788 que les bateaux se sont perdus, parce que l'histoire c'est que la Pérouse fait le tour du monde, ça lui est commandé par Louis XVI, et en fait les 2 navires, avec tous les scientifiques à bord, disparaissent et on ne retrouvera leurs traces que 40 ans plus tard. C'est Peter Dillon, qui est un Irlandais qui retrouve, je raconterai l'histoire ailleurs parce que ça serait trop long, mais presque magiquement le site. Et du coup, il y a eu plusieurs campagnes. Moi, j'y suis retourné depuis et on a identifié parfaitement la boussole parce qu'on a retrouvé notamment des instruments de marine. Et ces instruments de marine, on a retrouvé la signature de celui qui les avait fabriqués. Et on savait dans l'inventaire du connaissement de la boussole que cet instrument de marine se trouvait à bord de la boussole. Et donc on a identifié du même coup l'autre navire. Alors qu'est-ce que c'est devenu ? Le squelette a été enterré à Brest. J'avais proposé qu'il soit mis au Panthéon, puisqu'on ne l'a pas totalement identifié. J'ai encore un doute sur 2 personnes à bord, même si ma conviction est déjà faite. Mais en tout cas, il est non identifié à ce jour. Et j'avais dit, écoutez, vous ne trouvez au Panthéon que des gens qui sont morts au fond dans leur lit, quoi. Et alors, du même coup, tous les marins et tous les explorateurs partis au loin, comme disait Océanonox, pour ces courses lointaines de ce borne horizon ne sont jamais revenus. J'avais dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas notre individu non identifié comme représentatif de tous ces explorateurs marins disparus pour le grand bien de la science ? Bon, on a préféré le mettre dans une tombe à Brest, je trouve que c'est une erreur, mais je le regrette encore. Mais voilà, et l'histoire s'est arrêtée là. On a fait des expositions, on a fait une grosse expo qui a très bien marché au musée de la Marine à Paris. Et puis, moi, je ne suis jamais retourné depuis à Vanikoro, qui est l'endroit le plus maudit de la planète. Voilà. Personne n'est revenu indemne de Vanikoro, on en ressort tous malades avec des maladies bizarres. Bon, on n'ira pas, Une dernière question brièvement. Merci. Moi, j'avais le sentiment, c'est passionnant, j'avais le sentiment qu'avec les pillards qui s'occupaient des épaves, mais j'ai une question concernant la propriété. C'est-à-dire qu'il existe des épaves, vous en avez cité pas mal. Comment définit-on la propriété d'une épave ? Par exemple, le Titanic, il appartient à qui ? Alors, le Titanic, très clairement, dans la législation dite latine, celle qui est la législation française, espagnole, etc., on estime que le naufrage ne vaut pas rupture de propriété. Vous étiez propriétaire à la surface, vous l'êtes toujours au fond. Sauf que le propriétaire légitime n'est pas susceptible parfois d'être identifié. Si c'est Caius Gracchus, c'est foutu pour le retrouver, ou ses héritiers. Donc, comme vous, si vous disparaissez sans héritier, ça appartient à l'État. Donc c'est très simple, dans la loi française, tous ces biens 100 mètres appartiennent à l'État. Sauf pour des épaves très récentes qu'on souhaiterait concéder. En revanche, si vous êtes la Royal Navy, le gouvernement britannique, c'est facile de retrouver le légitime propriétaire de la Royal Navy, que je les hais, en tant que breton, mais en tout cas, ils sont toujours propriétaires. Donc, quand on identifie une épave, on leur signale en leur disant est-ce que vous voulez faire valoir vos droits, etc. De la même manière que j'ai monté je ne sais combien de dossiers de revendication des droits de la France, juridiques, des droits de la France sur des épaves, notamment dans les eaux américaines, aux États-Unis. Et on a gagné tous nos procès aux États-Unis de reconnaissance de nos droits. Ce qui ne vaut pas le retour des collections, parce que des collections des épaves du 17 et du 18e, on en a assez dans les eaux françaises, mais c'est surtout pour empêcher que ces épaves ne deviennent l'objet de concessions commerciales et qu'elles ne soient pas analysées et étudiées, mais uniquement récupérées à vocation pour faire de l'argent. Donc voilà pourquoi, en général, on se bat pour faire reconnaître les droits. En revanche, les législations de ce qu'on appelle la Lex of Salvage, qui est la loi anglaise, c'est grosso modo, comme dit un universitaire, Tullio Scovazzi, un collègue italien, c'est au premier arrivé, premier servi. Donc c'est un petit peu différent. Comme partout, les Anglais ne pensent pas comme nous. Merci pour cette précision de différence culturelle. Alors si, comme Michel Lourd, vous êtes persuadé qu'il n'y a rien de plus beau qu'une épave, je vous invite à consulter son livre « Fortune de mer » de la Compagnie des Indes. Merci beaucoup à tous les deux pour cette table ronde et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.